Ils étaient au total 660 agents de l'Office togolais des recettes, OTR, à avoir officiellement prêté serment ce mardi 22 février à travers une audience solennelle présidée par le juge du tribunal de première instance de Lomé. Conformément au test en vigueur de l'OTR, cette prestation de serment constitue une étape importante pour ces derniers. En effet, à travers cet acte symbolique, les récipiendaires s'engagent à remplir à bien leur mission au sein de l'Office avec comme credo combattre la fraude et l'évasion fiscale. Pour les premiers responsables de l'OTR, la tâche qui incombe désormais ces nouveaux impétrants est grande et il va leur falloir faire preuve de rigueur et d'intégrité dans leur mission en prenant en compte les valeurs d'éthique et de déontologie prônées par l'Office. C'est tout ce qu'on a recruté depuis 2019 jusqu'à ce jour qui vient de prêter serment avant de commencer effectivement ces activités pleinement à l'Office togolais des recettes. L'engagement, c'est qu'ils ont juré de servir loyalement, fidèlement et avec toute la rigueur qui en vaut dans la manipulation du denier public et dans leur comportement vis-à-vis du contribuable et vis-à-vis d'un citoyen togolais. Donc c'est un engagement solennel devant la justice, devant le peuple togolais, que dans leur attitude et dans leur comportement, dans la manipulation du denier public, n'en suffira d'aucune insuffisance et d'aucun écart par rapport à ce qui est requis par les tests nationaux dans la gestion, dans la mobilisation et dans la transmission du denier public que nous sommes appelés à collecter. Les impétrants ont pour leur part exprimé leur satisfaction tout en réitérant leur ferme engagement à œuvrer aux côtés de l'OTR en vue d'une atteinte efficace des objectifs assignés. Je suis agent d'appui au cadastre. Cette cérémonie de prestation de serment marque le début d'une carrière professionnelle et nous promettons, nous allons travailler bec et ongle pour tout en respectant les valeurs de l'Office togolais des recettes, tout en nous inscrivant dans la politique du développement économique du chef de l'État. Je suis là en tant qu'agent OTR et je suis spécialement secrétaire de division. Pour moi, c'est juste une confirmation de ce que je savais déjà et encore mieux de me donner à fond pour le travail pour lequel je me suis donné. Le juge officiant à la cérémonie a ainsi donc invité ces derniers au respect de leur serment dans l'exercice de leur carrière. Rappelons que cette cérémonie de prestation de serment est une obligation pour tout agent de l'OTR au vu du statut du personnel qui dispose à son alinéa premier que tout agent de l'Office avant son entrée définitive en fonction prête serment devant une juridiction compétente. Je le jure. C'est la mère. Tout comme ces citoyens, chaque personne possède une langue d'origine dans laquelle elle s'exprime. L'on parle de la langue maternelle ou la langue natale, qui est la première langue qu'un enfant apprend et qui est un vecteur de transmission des valeurs et des connaissances sociales. Pour l'Organisation des Nations Unies, une culture de paix ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes situations ou circonstances de la vie. La langue maternelle occupe une place importante dans nos sociétés et sa préservation est aussi capitale. Pour les autochtones, l'enfant parle déjà le mina ou bien l'évé depuis sa maison. Et il continue les enseignements avec ça à l'école. On commence à élever et certains mots français sont injectés par moment. Nous avons les enfants étrangers, ils ont des difficultés. Eux, on parle français pour qu'ils nous comprennent. Pour gagner la confiance même de l'enfant, il faut lui parler en sa langue. Là, il se sent familier à toi. Il faut que chaque être vivant connaisse sa première langue avant d'apprendre la langue étrangère. Nous qui n'avons pas cette chance, nous aujourd'hui, si on nous demande de tenir un discours dans notre langue maternelle, il nous est difficile de prononcer tous les mots sans faire appel à la langue française. C'est un retard déjà sur notre civilisation. On peut avoir un enseignant de l'évé ou bien de cabier qui puisse passer de classe en classe
et pour 30 minutes par exemple pour enseigner notre langue locale. Parfois il y a des élèves qui n'arrivent pas à comprendre le cours dans cette langue dans laquelle la mathématique par exemple a été montée, mais il suffit que le professeur sorte pour que entre eux, lorsqu'ils sont en travaux de groupe, pour que l'enfant comprenne rapidement le même cours qui lui était magique quand le professeur utilisait la langue étrangère. Vous allez les voir souvent dans travaux de groupe en langue vernaculaire. Ils s'expriment mieux, ils se comprennent mieux dans leur langue locale. C'est donc pour valoriser et viabiliser les langues maternelles que l'UNESCO a retenu depuis 1999 le 21 février comme journée internationale de la langue maternelle. Pour cette année 2022, le thème retenu est « Rôle potentiel de la technologie pour faire progresser l'éducation multilingue et soutenir le développement d'un enseignement et d'un apprentissage de qualité pour tous ». La technologie a le potentiel de relever certains des plus grands défis de l'éducation aujourd'hui. Elle peut accélérer les efforts visant à garantir des possibilités d'apprentissage équitables et inclusives pour tous si cette technologie est guidée par les principes fondamentaux d'inclusion et d'équité. L'éducation multilingue basée sur la langue maternelle est un élément clé de l'inclusion dans l'éducation. Les nations sont donc invitées à redéfinir les politiques, à trouver des stratégies afin de parvenir à cette éducation multilingue inclusive. Depuis vendredi dernier, l'on a constaté des attroupements dans plusieurs stations d'essence de la capitale Lomé. Et pour cause, des rumeurs faisaient état d'une probable augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Une situation qui aurait semé une inquiétude générale au sein de la population, notamment auprès des conducteurs d'engins à moteur qui avaient pris d'assaut les quelques stations ayant encore du carburant à vendre. Ce lundi matin, bien que la situation se soit un peu atténuée dans plusieurs stations touchées par la pénurie, d'autres par contre sont restés en manque de carburant. Une situation qui n'a pas laissé indifférents certains citoyens. Samedi, quand j'étais sorti, que je vois beaucoup de personnes dans la station, qu'il y a problème d'essence. Et puis, moi aussi, du coup, je me suis pressé à aller chercher. Je vous assure que depuis le matin, là, c'est jusqu'à la soirée que j'ai trouvé du carburant. Et ça n'a pas été facile. Et quand moi je suis allé, j'ai demandé, ce n'est pas d'explication concrète comme ça. Avec la suite, le monde a commencé par diminuer et je vois que maintenant ça va mieux. On espère bien que les choses rentrent dans l'ordre et puis qu'on n'ait plus cette situation de pénurie de carburant. Ici, dans cette station d'essence à Agoyassié, les responsables tentent de nous expliquer les causes de cette pénurie et les dispositions prises pour satisfaire la clientèle. C'est une pénurie, c'est au niveau de la SE. Donc les carburants, toujours, c'est là-bas, ça provient. Donc chaque station, chaque société avec ses cuivres à la SE. Donc quand le tape à livrer à temps, les stations seront en rupture. Déjà ce matin, nous on a un peu de carburant. Bon, peut-être aller ailleurs maintenant, il n'y a pas le carburant. Donc on ne les a pas livrés à temps. Donc c'est pas que on veut augmenter les prix, non, c'est pas ça. Face à l'ampleur de la situation, le ministre du Commerce n'a pas tardé à sortir un communiqué ce samedi afin d'expliquer les raisons de cette pénurie. La situation devrait revenir à la normale, ainsi donc pas de panique, il n'y aura pas augmentation des prix des produits pétroliers. Le ministre met en garde les détaillants qui se livreraient à toutes pratiques anormales, des pratiques qui seront sévèrement sanctionnées conformément à la réglementation en vigueur. Au Togo, le taux d'accroissement urbain est estimé en 2015 à environ 4%. Aussi, 40% des populations togolaises habitent dans les villes. Ce taux, selon les prévisions, devra se multiplier d'ici 2025. Une situation due a priori au libéralisme foncier. Si cette réalité entraîne la mixité sociale, le revers, c'est aussi l'occupation anarchique de l'espace. Conséquence, il est difficile de planifier le développement harmonieux du territoire.
Si l'État n'est pas propriétaire terrien au Togo, il met désormais en place une politique de planification qui passe par le schéma directeur ou plan directeur d'aménagement et d'urbanisme des villes. Le schéma directeur a vocation à fixer les projets d'intérêt général. Il est un guide de planification des décideurs. Le schéma directeur définit essentiellement l'affectation générale des sols et présente les grands équipements structurants du tissu urbain. Un schéma directeur peut déjà prévoir l'emplacement d'un grand marché, peut prévoir l'emplacement d'une université. Il est donc difficile de réaliser des programmes ambitieux de développement sans le schéma directeur. L'intérêt de ce document graphique nécessite alors une collaboration de divers acteurs. Le schéma directeur est normalement élaboré par l'autorité publique en charge du développement de la ville. Les schémas directeurs sont essentiellement mis en étude par les cabinets d'urbanisme. Ce ne sont pas les géomètres qui élaborent les schémas directeurs. Les géomètres interviennent sur le schéma directeur en tant qu'acteur spatial, juste pour faire les états des lieux. L'occupation anarchique de l'espace entrave le développement global d'une communauté, d'une ville, d'un pays. Le schéma directeur est une réponse pour un développement rationnel de nos cités. Le schéma directeur calque la vision de la ville, dans quel sens la ville voudrait également évoluer et quel sera l'espace d'extension de cette ville. Et si vous ne le faites pas, vous vous enfermez dans les jonglages, dans les improvisations. Le schéma directeur a ceci de bénéfique qu'il constitue un guide qui oriente les communautés dans le choix de leur politique d'aménagement du territoire. À l'image des villes qui bougent, le schéma directeur devra être révisé périodiquement.